En manchette ce soir, le coup près de l'austérité s'abat sur les policiers. Des postes de la Sûreté du Québec menacés de fermeture dans la région. Explosion des demandes d'aide alimentaire en Abitibi-Témiscamingue. Et les producteurs agricoles demandent une aide d'urgence. Ça va prendre de la bonne volonté du gouvernement aussi là, pour investir plus dans ce secteur essentiel qu'est l'agriculture. Ici Anthony Dallaire et le TVA 18h débute maintenant. Bon début de soirée et merci d'être parmi nous. Après la santé et l'éducation, voilà que le gouvernement Legault demande à la Sûreté du Québec de sabrer plusieurs millions de dollars dans son budget et la région pourrait en faire les frais, selon le bureau d'enquête de Québécois. Zachary Desrosiers est allé aux réactions. Les postes de police à Sainte-Terre et Témiscamingue sont menacés de fermeture dans le plan de compression de la Sûreté du Québec proposé au gouvernement Legault, qui lui demande de réaliser des économies de 120 millions de dollars. Une annonce qui suscite de vives réactions chez les élus municipaux. C'est complètement aberrant que le poste de sanitaire ferme. On est comme à environ 70 km du premier poste de police qui peut venir, dans le fond, des services sanitaires. On est le troisième plus grand territoire au Québec en superficie. Donc, avec tout notre sauvetage d'urgence en milieu isolé, puis ça arrive souvent dans l'année. S'il faut attendre qu'ils partent de 70 km/h quand on a le troisième plus grand territoire, c'est complètement aberrant. Puis c'est pas comme s'il n'y avait pas du travail à faire et des appels à sanitaire. Tu sais, c'est un poste très actif, qui a beaucoup de demandes, beaucoup de besoins. Le choc serait énorme si ça arrivait, mais je commence à avoir un peu assez d'expérience pour me dire allons valider avant si ça va arriver. Je me suis dit c'est peut-être juste encore, comme dans le cas de santé, des gestionnaires de la fonction publique qui pensent fermer des bureaux, que ce serait une bonne idée. Moi, je pense que le gouvernement va rattraper ça. Je vois mal un gouvernement qui ferait une telle annonce, en plus pendant la course électorale aux élections municipales, où on sait que c'est difficile de recruter des élus. Pour le maire de Témiscamingue, il rappelle que la présence policière dans son secteur est vitale pour assurer la sécurité des citoyens et maintenir la vitalité dans sa communauté. C'est des décisions de dévitalisation. Enlevons des infirmières, enlevons des policiers, enlevons des médecins dans notre communauté. Pour chacun, il y a un nombre encore plus grand de retraités qui vont aller s'établir dans une ville pour se rapprocher de la sécurité et de la santé. De son côté, le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, assure suivre le dossier de près et dit avoir interpellé le ministre de la Sécurité publique. Dès qu'on a eu l'information ce matin, on s'est mis en mode action. Moi, j'ai contacté directement Yann Lafrenière, le ministre justement de la Sécurité publique. Ce que M. Lafrenière m'a dit tantôt, c'est que c'est un plan qui lui a été déposé dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc, naturellement, qu'il y avait l'histoire du bâillon, mais il dit qu'il n'y a aucune acceptation de ce plan-là présentement. La Sûreté du Québec a décliné notre demande d'entrevue, précisant qu'aucune décision n'a encore été arrêtée et que le gouvernement lui a demandé d'explorer tous les scénarios possibles pour atteindre les objectifs budgétaires. Sur le réseau social X, le député Yann Lafrenière demande à la Sûreté du Québec de revoir son plan de compression pour éviter d'affecter les services aux citoyens des villes touchées. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Sainte-Terre. Oui, un dossier qui risque de faire couler beaucoup d'encre. Bref, on poursuit en parlant d'aide alimentaire puisque la région enregistre une hausse importante des demandes. Et Olivier, la situation est jugée comme préoccupante. Oui, absolument, Anthony. Du côté de la ressourcerie Bernard Hamel de Rouyn-Noranda, le rapport bilan fin fait état de plus de 28 000 demandes au cours de la dernière année. C'est une augmentation de 32 si on compare à il y a 2 ans. Et c'est au niveau de la fréquentation mensuelle que l'augmentation est la plus remarquée. Même son cloche du côté de Val-d'Or, alors qu'on parle d'une augmentation de 18 Selon les organismes, c'est le coût de la vie qui expliquerait cette forte hausse et c'est tout type de personnes qui fréquentent les banques alimentaires. Je vous laisse écouter Camille Mercier-Lavoie ainsi que Linda Duprat. Cette année, ce qu'on observe, c'est une augmentation de la part des travailleurs. C'est ceux qui arrivent le moins à joindre les deux bouts. Les gens qui travaillent, c'est pas nécessairement une garantie de se sortir de la pauvreté.
Maintenant, avec l'augmentation des loyers, tout ça, bien, c'est sûr que ça dessine un portrait un peu plus négatif des finances des gens. On voit de plus en plus de couples, des familles. Alors qu'auparavant, c'était souvent des familles monoparentales. Maintenant, c'est des couples. Des gens aussi sur la sécurité de vieillesse et des étudiants font des demandes d'aide alimentaire. D'autres augmentations sont prévues là, au cours des prochaines semaines, notamment en raison de l'arrivée du temps des fêtes. Parfait. Merci beaucoup, Olivier. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest présente partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait justement, avez-vous considéré dans les dernières années faire une demande d'aide alimentaire pour avoir accès à de la nourriture à un prix abordable? Et vous avez répondu non à 84 %. Et les agriculteurs pourraient enregistrer un déficit record cette année. Réunis en Assemblée générale à Rouyn-Noranda aujourd'hui, ces derniers ont fait le point et Roxane Caillouette nous résume. Plusieurs difficultés engendrées dans le milieu de l'agriculture ont été abordées lors de l'AGA de l'UPA régionale. Agriculture et agroalimentaire Canada prévoit pour l'année 2025 un déficit de 128 millions de dollars seulement au Québec, une première en plus de 100 ans. Les revenus agricoles continuent d'augmenter parce que les prix augmentent comme partout, mais les prix augmentent plus vite sur nos intrants que sur ce qu'on est capable d'aller chercher sur le marché quand on vend nos produits. Les principales causes sont la taxe carbone, les changements climatiques et le manque d'investissement de la part des gouvernements. L'UPA réclame des sommes d'argent à la hauteur du potentiel agricole. Ça va prendre de la bonne volonté du gouvernement aussi là, pour investir plus dans ce secteur essentiel qu'est l'agriculture. Là. Tout le monde mange 3 fois par jour. Là. Fait que c'est la sécurité alimentaire de la province et du pays qui y tient. Là. Parmi les résolutions évoquées, on retrouve entre autres l'abattage de proximité et le commerce interprovincial, l'entretien des cours d'eau et un nouveau régime de cotisation. De protéger la terre puis d'investir dedans. Il y a plusieurs résolutions dans ce sens-là. Puis toutes les problématiques qu'on connaît un peu chez nous. Fait que c'est comme ça. Puis les syndicats locaux ont bâti des résolutions. C'est quoi les priorités? C'est quoi les problématiques chez eux? Pour l'UPA, l'avenir de l'agriculture en Abitibi-Témiscamingue demeure prometteur, mais des investissements ciblés devront être proposés pour faire face au changement. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Les élections du 2 novembre arrivent à grands pas. C'est maintenant l'heure des entrevues réponses éclairs avec les candidats à la mairie de Rouyn-Noranda. Après Anne Falardeau, porte-parole du Parti Virage, c'est le tour de Gilles Chapado, maire élu sans opposition, de répondre oui à nos questions. L'idée ici, c'est de vous aider à faire un choix clair pour l'élection de vos futurs conseillers municipaux. Je rappelle le concept des entrevues. Nous avons demandé à 5 personnes issues du milieu rouyn-norandien de formuler une question adressée à Gilles Chapado et au Parti Virage. Ces derniers n'auront qu'une minute pour répondre à chaque question. Bref, M. Chapado, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêt à répondre à nos questions? Absolument. Première question pour vous. Bonjour, je m'appelle Anne Falardeau et je suis candidate au poste de conseillère municipale dans le quartier Évin avec le Parti Virage. Ma question porte sur la démocratie. J'aimerais savoir quels sont les moyens que vous comptez mettre en place pour favoriser et améliorer la participation citoyenne au processus décisionnel de la ville MRC. Une question très pertinente, en effet. Oui, bien, effectivement, j'ai entendu beaucoup sur le terrain dire qu'il faut favoriser la participation citoyenne, il faut être davantage à l'écoute des citoyens et citoyennes. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a beaucoup de comités qui existent à l'intérieur de la ville de Rouyn-Noranda. Maintenant, la participation citoyenne lors du conseil municipal, comment améliorer? Il y a déjà, encore là, c'est sur le web, les gens peuvent participer, peuvent se présenter directement là, à l'Assemblée. Il y a déjà des assemblées qui se font dans les quartiers. Donc, il faut continuer à travailler dans ce sens-là. Moi, je suis en faveur, évidemment, qu'on regarde ça avec le prochain conseil municipal puis qu'on mette en place tous les outils nécessaires pour favoriser la participation citoyenne. Parce qu'il y a moyen d'en faire plus, selon vous. Là. On peut peut-être en faire plus, puis on a des outils informatiques, on va travailler avec ça, puis je l'ai entendu sur le terrain, je vais travailler avec les conseillers et conseillères qui vont être élus pour améliorer encore la formule qui existe déjà. Parfait, c'est noté. On écoute la prochaine question.
Bonjour, je m'appelle Lisa Kim Slobodian, citoyenne de Rouyn-Noranda, ici dans le quartier Notre-Dame. Et voici ma question pour les candidats. Avec une économie régionale qui demeure solide et le déménagement du quartier Notre-Dame, la pénurie de logements devient une problématique grandissante à Rouyn-Noranda. Quelles mesures comptez-vous mettre en place afin de répondre à cette problématique, plus particulièrement ce qui concerne l'accès à des logements abordables? Le logement, quelque chose qui revient souvent. Qu'est-ce que vous répondez à Mme Slobodian? Je réponds à cette dame qu'effectivement, le logement est au cœur même était au cœur de ma plateforme. Ça a été d'ailleurs le premier élément que j'ai sorti durant la campagne électorale. Alors, il y a des modèles à regarder. Hein? Puis moi, le modèle qui me plaît beaucoup, c'est celui de Rimouski. On a mis une série de mesures en place, autant pour le logement abordable que le logement social. Actuellement, il y a eu beaucoup de construction de logements. Des logements qui sont moins abordables, d'autres qui sont abordables, mais le logement social fait toujours partie des éléments sur lesquels il faut travailler. Et moi, je suis convaincu qu'on va y arriver. Il y a eu une annonce du gouvernement du Québec de 200 portes qui devaient se faire, mais qui ne se sont pas faites. Il va falloir que le gouvernement soit au rendez-vous pour répondre à ces attentes-là. Puis il va falloir que le fédéral soit au rendez-vous pour répondre à ces attentes-là, parce que les Maisons Canada de Marc Carney, là, ça ne s'applique pas dans les régions du Québec. Ça a été dénoncé par Sébastien Lemire. Alors, voici des éléments sur lesquels il faut travailler, mais il faut que les deux paliers de gouvernement soient là pour venir en aide à la municipalité. Parfait, c'est noté. Merci beaucoup. On écoute la prochaine question. M. Chapado, ça se passe bien? Jean-Sébastien Blais, président de la FICSISAT, le syndicat interprofessionnel en soins de santé de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, ma question est la suivante. Comment, en tant qu'élu, pouvez-vous jouer un rôle pour garantir les services de santé en Abitibi-Témiscamingue? Encore là, c'est un dossier qui appartient au gouvernement du Québec, hein? Mais on est tous et toutes impliqués dans des services, qui ont des besoins de services. On veut développer notre ville, on veut faire du développement économique, on veut faire du logement social, attirer de la main-d'œuvre, mais il faut être capable de donner des services de santé de qualité. Alors là, il y aura je vais taper du pied, pour le dire ainsi, pour que, effectivement, on puisse répondre à ces attentes-là, parce qu'il y a des besoins qui sont fondamentaux sur l'ensemble du territoire de la MRC de Rouyn-Noranda. Et j'aurai dans les prochaines semaines, évidemment, des rencontres avec le CISAT pour exposer là, les besoins, puis avoir des réponses, là, parce que, effectivement, je le dis, là, c'est des services qui sont essentiels à donner à notre population. On veut être attractif, on veut retenir la population, la main-d'œuvre, on veut la retenir ici en Abitibi-Témiscamingue, bien, il faut être capable de donner des services essentiels comme celui de la santé. Donc, ça serait vraiment d'établir un bon dialogue avec Québec pour justement avoir de l'argent ici dans la région. Là. Effectivement. Parfait. Merci beaucoup. On écoute la prochaine question. Bonjour. Stéphane Brown, président du conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda. Ma question pour vous. Quelle sera votre approche pour favoriser un dialogue constructif entre les acteurs économiques, politiques et citoyens autour de l'avenir de la fonderie Horn? Et quelles actions concrètes proposez-vous pour y parvenir? La fonderie Horn, c'est un dossier qui revient très souvent, M. Chapado, donc je vous laisse le temps de répondre. Bien, en fait, il faut trouver un moyen. Je pense que tout le monde a à cœur le bien-être, la santé publique, le bien-être de la population. On a parfois des chemins qui diffèrent pour arriver au même point. Moi, durant la campagne électorale, là, j'ai mis mes positions par rapport à la fonderie en disant qu'il faut suivre le dossier de près. Il faut qu'ils continuent d'investir. J'ai benchmarké ce que la fonderie fait par rapport à la fonderie Urubis en Allemagne. J'ai eu de l'écoute de la part de la fonderie. J'ai rencontré récemment là, des acteurs économiques, dont la représentante de François Legault là, pour la région. Il y a eu une écoute là. J'ai des rencontres régulières. Je vais avoir des rencontres, puis j'en ai un autre qui s'en vient avec la fonderie. Mais il faut travailler ensemble, puis c'était le thème de ma campagne, pour qu'on puisse y arriver, à développer notre ville, à respecter les opinions qui diffèrent parfois. La route n'est pas la même, mais l'objectif est le même, la santé de la population. Parfait. On écoute la prochaine question qui est peut-être faire un peu plus de temps là-dessus. Là. Donc, on l'écoute. Alors, Nicole Degagné, je suis co-porte-parole du comité Arrêt des rejets et émissions toxiques de Rouyn-Noranda. Alors, la qualité de l'air me préoccupe évidemment et je voulais savoir qu'à titre d'instance proche du milieu, proche de la population, vous allez oser clarifier votre position pour exiger que la norme de 3 nanogrammes d'arsenic dans l'air soit
réalisés à Rouyn-Noranda. Et ce, même aller jusqu'à confronter le gouvernement s'ils ne sont pas tout à fait dans l'enlignement, comme l'ont fait d'autres villes, comme le conseil de Blainville, par exemple, dernièrement. Donc, vous avez donné votre position, mais est-ce que vous seriez prêt à confronter la Fonderie Hearne sur ce type de... ou le gouvernement dans ce type de dossier? En fait, moi, la position que j'ai prise, c'est quelle est la norme sécuritaire pour la population de Rouyn-Noranda? Quelle est la norme sécuritaire? Moi, je veux qu'on... Je ne suis pas un spécialiste en santé publique. Je n'ai pas ces connaissances-là. Mais maintenant, je veux savoir du gouvernement du Québec quelle est la position que la Ville doit... En fait, la Ville doit adopter une position. La position que la Ville a adoptée jusqu'à maintenant, c'est de dire quelle est la norme sécuritaire pour notre population. Plus on s'éloigne de la fonderie, il faut le rappeler, là, plus on s'éloigne de la fonderie, plus la norme, on devient proche de la norme qui doit être respectée. Je reviens encore aux investissements qui sont nécessaires de la part de la fonderie pour arriver à une qualité de l'air qui soit respectable. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Il faut qu'ils continuent d'investir pour améliorer leur bilan environnemental. Donc, établir des barèmes sécuritaires communs dans le dossier. Exactement. Parfait. Bien, merci beaucoup, M. Chapado, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes maintenant le maire élu de Rouyn-Noranda. Écoutez, bon 4 ans. Merci. Merci à vous. D'ailleurs, c'était le vote par anticipation ce week-end et à Rouyn-Noranda, c'est un peu moins de 6 des électeurs qui se sont prévalus de leur droit de vote par anticipation dimanche dernier. Et aux élections de 2021, c'était près du double de personnes qui étaient allées voter par anticipation. Du côté de Amos, c'est 935 personnes qui ont été exercé leur droit de vote parmi les 10 921 électeurs admissibles, ce qui représente un taux de participation de 8,6 C'est donc une diminution de 2,2 par rapport aux dernières élections municipales de 2021. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Bonjour, ici Boukhar Diouf. Alors, après la pause, je raconte à Justine Homo sapiens, le titre de mon spectacle, le côté intelligent et cabochon de l'espèce humaine. SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présente la bonne nouvelle économique TVA. C'est le 15 octobre dernier qu'a eu lieu la deuxième édition du colloque en économie circulaire organisé en collaboration avec les 4 SADC couvrant le nord du Québec. Près de 70 personnes se sont rassemblées à Lebel-sur-Quévillon et ont assisté à diverses conférences inspirantes mettant en lumière des projets structurants liés aux stratégies de circularité et de développement durable. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Tu veux faire ça? 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 Entraîne-toi! Location MSN de Val-d'Or. Fier partenaire des Foreurs de Val-d'Or depuis 20 ans et fier commanditaire de la chronique culturelle. Et au Culturel Justine, bonne nouvelle, Boukhar Diouf vient présenter son spectacle Homo sapiens en supplémentaire dans la région. Et dans ce 5e spectacle, Anthony, Boukhar interroge la place de notre espèce sur la planète. Homo sapiens, c'est vraiment un voyage humoristique à travers les forces et les failles de l'intelligence de l'humain. Alors, il présente son spectacle ce soir à 19h30 au Théâtre Télébec de Val-d'Or, demain à Amos et pour une toute dernière fois à La Sarre plus tard cette semaine. Alors après ça, Boukhar va avoir fini avec ce spectacle. Alors, c'est vraiment la dernière chance de le voir. Voici d'où vient ce titre amusant. Homo sapiens, ça veut dire l'homme sage. Pour nous, les biologistes, l'homme sage, c'est quand même, ça montre que l'humain, il ne se prend pas pour de la marde, vraiment, parce qu'il a décidé de faire le classement, et lui qui fait le classement a décidé que lui était l'homme sage. C'est beaucoup d'humilité, je trouve. Et Homo sapiens veut dire l'homme sage, et Nono sapiens, pour moi, c'est l'homme cabochon, la version québécoise. Les Québécois ont beaucoup de façons de nommer le cabochon. Tu as le cabochon, le cornichon, le cave, le niaiseux, le sans-dessin, le dur, le comprenu, le toton, le gnochon. Il y en a plein, mais je préfère Nono sapiens. Et j'ai combiné les deux et ça fait Nomo sapiens. Ça veut dire l'animal à la fois intelligent et cabochon, les deux en même temps.
Et Justine, le culturel et le sport se mélangent le temps d'un match pour les Huskies ce samedi. On vient de l'entendre, mais ça risque d'être complètement country. Ah oui, c'est la deuxième édition de ce match country pour nos Huskies cette année. Et là, c'est le duo Sugar Crush qui va prendre la scène, qui va prendre la glace à l'Arena pour vraiment vous divertir avec une ambiance de party de famille ce samedi, le 1er novembre. Et du Sugar Crush, c'est vraiment une étoile montante du country puisque les filles reviennent d'une tournée en Afrique et en Europe. Alors, vous ne voulez pas les manquer ce samedi sur la glace des Huskies à Rouyn-Noranda. Elles vont commencer leur spectacle pendant la période d'échauffement, alors vers 15h. Vous allez pouvoir être là et l'ambiance country va durer tout le long du match. Bien, on est un duo féminin, on fait de la musique country qui est vraiment très festive et on chante en français. Souvent, les gens ils pensent que Sugar Crush, c'est un groupe anglophone, mais au contraire, notre album s'appelle En français, s'il vous plaît. Vraiment, ça a été une super belle année pour nous, 2025. Est-ce que j'aurais osé, mettons, rêver à ça, d'aller jouer notre musique, nos compositions à l'international dans d'autres pays? Tu m'aurais dit ça, il y a 1 an ou 2 ans, puis j'aurais fait c'est une blague, là. Mais non, c'est vraiment, ça a été super bien reçu. Fait que c'est comme, ça touche vraiment. On est comme, c'est beaucoup de gratitude. Puis là, ben, ça va être le match country. Alors, on invite les gens à venir danser avec nous autres. On a préparé un spectacle super festif, encore une fois. Donc, amenez vos chapeaux de cow-boy, amenez vos bottes de cow-boy, des cuillères. Ça va être vraiment le fun. Ouais. Au retour, on vous parle de plusieurs nouvelles et mérites importants concernant des équipes de hockey de la région. Entre départs surprises et mentions honorables, soyez avec nous pour tous les détails et plus encore. Au sport, le défenseur des Huskies, Elliot Duguay, quitte l'équipe. L'organisation en a fait l'annonce hier soir. Le joueur de 18 ans désirait retourner dans sa région natale en Mauricie et poursuivre de nouveaux projets. En 7 matchs de cette saison, Duguay n'avait récolté aucun point. Et toujours au hockey, plusieurs joueurs du programme du Filon de Malartic se sont démarqués lors du week-end. 4 d'entre eux se sont mérités les titres de joueurs de la semaine. C'est donc Olivier Belzile, Édouard Duhem, Félix-Antoine Girard et Justin Doyon qui se sont mérités les honneurs, que ce soit par des buts décisifs, des passes clés, une défensive solide ou une attitude exemplaire. Ces joueurs ont contribué au succès de leur équipe et inspiré leurs coéquipiers. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et la météo, Justine, le beau temps continue pour les prochains jours. Ah oui, Anthony, le soleil restera bien haut dans le ciel abitibien pour ce soir et cette nuit. Un petit peu de brouillard au courant de la nuit avec un minimum de -5 en Abitibi et de -2 au Témiscamingue. Pour demain, une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 8 sur l'ensemble du territoire, mais quand même un ressenti jusqu'à -7 le matin. Alors, ce sera frisquet. Et en aperçu pour jeudi, encore une fois, du soleil avec un beau maximum de 7 degrés sur l'ensemble du territoire. Parfait, merci Justine et merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres ce soir. Je vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.